le libre arbitre là-dedans. Une fois que tu as réussi ça, tu peux intégrer alors l'école du feu. C'est un peu un prérequis pour voir un peu qui est apte à le faire ou pas. Ça évite d'envoyer des gens en formation qui ne seraient pas forcément aptes et qui n'auraient pas les compétences tant manuelles, physiques ou intellectuelles pour le faire. Ça reste mes potes à vie. Je veux dire, on a fait les mêmes galères. Ouais, c'est ça. Maintenant, je travaille avec la plupart. D'autres ont pris d'autres chemins parce qu'on ne travaille pas tous dans les mêmes casernes. C'est une dérive de notre société qui est évitable et auquel on est confronté quasi tous les jours. Donc souvent la presse arrive avant nous et des gens ne font rien alors qu'essayer de faire quelque chose, même mal, c'est déjà essayé. Salut, tu peux m'appeler Moon. Moi c'est Sid. On est les fondateurs du projet TOC. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant des profils de gens passionnés mais surtout passionnants, que ce soit par leur métier, histoire de vie ou personnalité. On sort des vidéos régulièrement, donc si t'aimes ce qu'on propose, n'hésite pas à nous soutenir sur notre Patreon qui va s'afficher juste là. Qui s'affiche là. Bref, il sera en description. Tu peux t'abonner, Tu peux liker. tu peux partager, ça nous aidera beaucoup. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour, comment tu vas? Salut Eric. Bien. Ça va et toi? Comment t'es venu l'envie d'être pompier? L'envie d'être pompier, alors c'est venu depuis tout petit. Je suis issu d'un père qui est pompier. C'est dans la famille, là j'ai mon fiston qui va peut-être suivre un de ces jours, on verra bien. Donc depuis tout chaud. Après, l'adolescence a fait que j'ai eu envie de m'éloigner un peu du chemin du père. Mais au final, par la force des choses, je suis revenu. Donc le libre arbitre là-dedans. C'était une destinée un peu. Ouais, c'est ça. J'y suis revenu naturellement. Et là, il y a mon petit frère qui va entrer en plus. Donc, Ah bah c'est famille, c'est l'histoire de famille. ouais, ça continue. Ça continue. Bah j'allais te demander, est-ce que tu as déjà pris quelqu'un comme inspiration? Bah naturellement le père, ouais, forcément. Mais bon, je suis encore loin quand même de tout son chemin parcouru, attention. Il a eu combien d'années de... Alors là, il n'a pas terminé, donc il est encore opérationnel et il a maintenant 64 ans. Et il continue. Il y a une retraite? Ouais, alors en fait, il a été professionnel pendant les 10 dernières années de sa carrière. Il a été volontaire pendant 30 ans avant, donc en tout à 40 ans de carrière. Il a pris sa pension et puis en fait, il a rempilé pour 5 ans. Il va peut-être rempiler encore 1 ou 2 ans. On verra si ma mère l'accepte. Ça dépendra d'elle, ouais. Comment est-ce qu'on intègre un cursus de pompier? Déjà, il faut être très motivé. Ça c'est la base. Sinon, pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui veulent s'inscrire pour être pompier ou que ce soit en Belgique, c'est sur jedevienspompier.be. Donc c'est un site fédéral, donc c'est libre à chacun d'aller et d'avoir les informations régulières, des newsletters qui vont te permettre de savoir si tu veux intégrer les pompiers, comment il faut faire, quelle démarche à suivre. Ça c'est simple, tu t'inscris, newsletter, tu reçois, tu passes les épreuves, le CAF, le certificat d'aptitude fédérale. Tu as des épreuves écrites, des épreuves physiques, des épreuves manuelles. Une fois que tu as réussi ça, tu peux intégrer alors l'école du feu. Donc chaque province en Belgique... C'est un peu le test avant de passer... Ouais, c'est ça. C'est un peu un prérequis pour voir un peu qui est apte à le faire ou pas. Ça évite d'envoyer des gens en formation qui ne seraient pas forcément aptes et qui n'auraient pas les compétences tant manuelles, physiques ou intellectuelles pour le faire. C'est ouvert à tous, chacun peut le faire. Et ensuite, donc, je disais, tu intègres la formation des pompiers. Et si tu veux aussi, tu peux devenir ambulancier. Donc ça, c'est encore une autre partie du métier pour laquelle il faut suivre la formation. Okay. Mais en gros, un cursus, c'est pour un pompier volontaire, parce qu'il faut faire la différence entre pompier volontaire et professionnel. Pour un pompier volontaire, c'est à peu près 2 ans tous les samedis dans une école du feu. Il y a une école du feu par province. Donc ça permet à chacun de ne pas faire trop de route non plus pour accéder à une école et poursuivre la formation. T'as dit c'était combien d'années du coup au total? Alors c'est à peu près 2 ans pour un pompier volontaire. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 3 mois pour un pompier professionnel qui va suivre un cursus rapide en semaine, du coup du lundi au vendredi. Donc il faut vraiment consacrer tout son temps à la formation. C'est un métier, donc tout métier s'apprend et donc on nécessite une formation. Surtout chez les pompiers, on peut pas demain aller éteindre un feu comme ça. On peut essayer, mais on risque de faire des conneries. Il y a quand même des conséquences derrière. Est-ce qu'il y a des étapes qui t'ont marqué dans l'apprentissage? Ce qui m'a marqué, c'est l'esprit déjà un peu d'équipe. C'est cool, tu vas en formation, il y a quelque chose qui se crée, une cohésion. Donc ça déjà c'est marquant, ça reste mes potes à vie. Enfin, je veux dire, on a fait les mêmes galères. Ouais, c'est ça. Maintenant, je travaille avec la plupart. D'autres ont pris d'autres chemins parce qu'on travaille pas tous dans les mêmes casernes. Tu vas suivre une formation avec des gens d'un peu partout. Et justement, comment ça se passe après, ceux qui vous disposent? Après, ça, c'est la hiérarchie qui décide. C'est en fonction du recrutement. On te met un peu où t'as besoin, où on a besoin de toi, quoi.
Et justement, tu parlais de prérequis. C'est quoi un peu les prérequis qu'il faut avoir pour être... En général, ce qu'on demande comme prérequis, c'est des connaissances sur le secteur sur lequel on va intervenir, qu'on s'intéresse un peu aussi à la hiérarchie, à l'organisation de la zone de secours, puisqu'on est divisé en zones de secours en Belgique. Il ne faut pas forcément avoir fait ingénieur, il ne faut pas forcément avoir fait de hautes études. Moi-même, j'ai un CESS, c'est suffisant pour intégrer les pompiers. Après, ça dépend de où tu veux y aller. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Est-ce que tu veux attaquer du feu ? Est-ce que tu veux gérer des hommes ? Est-ce que tu veux plutôt être dans le management, où tu vas gérer une caserne ? C'est hyper large, donc après, il y a des... Soit tu peux entrer pour l'un des grades que je viens de citer, enfin un des rôles que je viens de citer, ou alors tu fais tous les rôles et puis tu montes au fur et à mesure, quoi. Tu commences de la base et ensuite tu montes dans la hiérarchie et là les rôles sont différents en fonction de ton grade. Il existe des pompiers, des ambulanciers et des pompiers ambulanciers, ce qui est ton cas. Oui. Tu peux un peu clarifier justement le... Alors justement, donc il y a des ambulanciers qui vont ne faire que ambulanciers. Déjà ça, soit de volontaire, soit de professionnel. Donc volontaire, ce sera en plus d'un travail, comme un indépendant complémentaire qui aura un travail à côté. Pour les professionnels, là c'est leur job. Donc c'est leur travail au quotidien. Donc ils ont leur horaire déterminé, leur employeur, c'est leur zone de secours. Ensuite, tu as les pompiers, qui peuvent être ou pas ambulanciers. Ça dépend, c'est un peu au choix. Tu peux être pompier volontaire là aussi, et tu peux être pompier professionnel. Pompier volontaire, c'est la même chose. Donc c'est en plus de tes heures de travail, en plus de ton travail quotidien. Comme le nom l'indique, c'est sur une base volontaire, donc c'est en fonction de tes disponibilités. Il y a des rappels bip qui sont faits, donc on a un petit beeper sur nous à domicile, qui te permet d'être appelé à n'importe quel moment. Soit ça va être en renfort d'un poste professionnel, où là les gars c'est leur boulot. Ou alors il y a des services incendie ou des services incendie complets qui sont basés sur le volontariat. Après, tu as des services professionnels en grande partie qui ont besoin des renforts volontaires. Et puis, dans notre cas, en tout cas là où je travaille, là on a des volontaires qui viennent en renfort chaque jour. Donc on travaille avec une équipe de professionnels et toujours des renforts volontaires qui viennent en plus. Il y a également une fausse croyance qui indiquerait que les ambulanciers partent de l'hôpital. Alors il y a des ambulances qui partent de l'hôpital forcément. Après, il y a plusieurs types d'ambulances. Là, c'est là qu'il faut les différencier. Il y a les ambulances 112 qui vont parfois partir de l'hôpital, puisque les ambulanciers pompiers qui ont ramené une victime à l'hôpital pourraient très bien être à l'hôpital et repartir en intervention. Mais en fait, les ambulances, la plupart du temps, partent des casernes pompiers, donc avec 2 ambulanciers à bord, et partent de l'hôpital les renforts SMUR, donc le service médicalisé d'urgence et de réanimation, avec là un médecin et un infirmier à leur bord, qui vont donc en fait rejoindre sur intervention l'équipe pompier et intervenir main dans la main. Forcément, quand on voit un SMUR, c'est que c'est un peu plus critique. C'est qu'il y a une réanimation en cours, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, on peut dire, de grave. Il y a aussi les ambulances Croix-Rouge qui prennent aussi le 112 et qui partent pas forcément de l'hôpital, qui partent de leur caserne à eux. Donc il n'y a pas que les pompiers qui font de l'ambulance. Et des privés également qui ont des ambulances agréées 112. Donc c'est un peu complexe, mais en gros il y a quand même très peu d'ambulances qui partent de l'hôpital. Sur une intervention, comment vous décidez si les personnes ont besoin de premiers soins ou si elles doivent être transportées immédiatement ? La deuxième proposition, donc la transporter tout de suite, on appelle ça le scope and run. Donc le scope and run, c'est dans des cas vraiment exceptionnels, où vraiment on n'a pas de médecin disponible. Je parlais du SMUR tout à l'heure, on n'en aurait pas de disponible, donc il faut dardard aller à l'hôpital. Là c'est vraiment, c'est ça, de toute urgence, on n'a pas les moyens sur place pour traiter la personne de manière efficace et pour la stabiliser. Donc là, dans ces cas-là, on réalise un scope and run, mais ça se fait uniquement sur autorisation de la centrale 112, par communication radio ou téléphonique, puisque tout est enregistré, puisque tout est retenu sur bande, et donc c'est eux qui prennent la décision. C'est pas nous sur place qui avons le pouvoir de décider. Ça peut être les paramètres qui sont mauvais, ça peut être, on va prendre une hémorragie interne, on diagnostique une hémorragie interne sur une personne, on n'a pas de médecin SMUR disponible sur place rapidement, on demande autorisation à la centrale 112 de se rendre dans un milieu hospitalier le plus rapidement possible. Mais sinon, en général, on ne transporte pas de personnes si elles ne sont pas stabilisées. Donc avec des constantes, les constantes, j'entends paramètres, donc une tension artérielle, une pulsation cardiaque. Pas forcément éveillée, mais qui soit stable. De toute façon, si une personne est inconsciente, elle sera d'office médicalisée, puisqu'un état d'inconscience avéré
et n'est pas normal. Dans nos ordres permanents, un des critères d'appel au SMUR, c'est l'inconscience de la victime. Donc là, on ne peut pas la transporter puisqu'on ne considère pas que c'est un état stable d'être inconscient. As-tu des passions qui n'ont rien à voir avec ton métier? Oh ouais, j'en ai plein. Déjà le sport, hein, en général, moi je suis j'allais dire un grand footballeur, mais non, j'aime le foot, mais je suis pas un grand footballeur. Mais d'ailleurs, physiquement, on s'entraîne régulièrement, donc la condition physique, c'est quand même quelque chose qui fait part intégrante de notre métier. Donc on s'entraîne en caserne. Moi je suis professionnel, donc j'ai l'occasion de le faire en caserne. C'est des entraînements assez souvent? Tous les jours, enfin à chaque jour de travail en tout cas. Nous on a pris pour habitude dans notre équipe, c'est de travailler notre condition physique au moins 2 fois par jour, donc au moins 2 heures par garde, sachant qu'on travaille en 24 heures. C'est 24 heures de travail, 72 heures de repos, donc on travaille un jour sur 4 en fait. Ça permet Ouais, ça permet de se relâcher, ça permet aussi de laisser la pression au travail, hein, puisque forcément en fonction des interventions, on a besoin de ce repos physique de 24 heures de travail, puis ce repos mental aussi, en cas de grosses interventions un peu traumatisantes pour les hommes. Justement, dans les interventions que tu as vécues, c'était quoi le plus dingue? Ou les plus dingues, les trucs les plus impressionnants que tu as? Alors on en voit beaucoup, hein, des choses dingues, dingues dans tous les sens du terme. Hein. Donc c'est dingue dans le sens où c'est un peu hardcore à voir parfois, mais aussi dingue dans le sens où... qui sort de l'ordinaire. Ouais, qui sort vraiment de l'ordinaire. Il y a vraiment des gens qui font des trucs spéciaux. Donc on y est confronté quasi au quotidien. C'était un 1er avril. En fait, c'est une personne qui trouve son plaisir en se mettant des trucs dans le cul. Et donc voilà, mais le truc c'est que ce jour-là, il voulait plus ressortir. Mais du coup, on se rend compte quand même qu'à la radio, il s'est enfoncé un gode en poisson, quoi. Le 1er avril. Donc je trouve que c'est quand même pas mal dans le genre dingue. Ça c'est pas mal. Comment tu te défends après Je pense que quand la radio est là et que la forme du poisson est là, tu te défends plus. C'est un bon souvenir en plus avec un bon pote. Donc c'était notre stagiaire avec un autre pote à moi. Et on monte en intervention et on est appelé pour une brûlure. Donc voilà, lui c'est sa première brûlure et tout, ça c'est assez exceptionnel, on n'a pas non plus des brûlures tout le temps. Et du coup on arrive là-bas et on voit une dame au-dessus de sa baignoire. Donc on se dit merde, à tous les coups c'est un enfant ou quoi, on n'avait vraiment pas beaucoup d'informations. Hein. Donc ça c'est... Parfois on part un peu, c'est intervention surprise, hein. On n'a pas beaucoup d'infos, donc on découvre parfois sur place. Et puis en fait c'est une personne qui avait une panne d'électricité chez elle. Et puis l'homme a voulu laver les cheveux de sa femme, il a fait bouillir de l'eau dans une bouilloire, et puis au moment du rinçage des cheveux, il est arrivé, il a versé direct, quoi. Et donc en fait elle était dans sa baignoire en train de se rincer la tête, et ça pique. Voilà, c'est de la maladresse, il a pas pensé à mal, il voulait laver les cheveux de sa femme, quoi. Ce qui est toujours impressionnant, je trouve, c'est les accidents de circulation. Donc, accident de circulation, on arrive dans des contextes où c'est de l'accident. Et vous dites la gravité un petit peu de... c'est genre juste des gens qui sont choqués? C'est nous qui déterminons en général sur place parce que c'est toujours impressionnant un accident de voiture. Avec justement les services de police, oui. C'est eux qui sont appelés en premier ou bien... Alors en fait, tout le monde est appelé en même temps, ouais. En général. Tout le monde est appelé en même temps. C'est le premier arrivé qui va donner une situation. Après, nous, on n'a pas de canal de communication avec la police. Donc eux ne peuvent pas retransmettre vers nous la gravité de la situation. Du coup, c'est ça que je me disais, parce qu'ils ne sont pas forcément formés, donc si c'est la police qui arrive avant... Ils sont formés au premier secours. Vraiment les tout premiers secours. Donc en cas de danger vital pour la personne, admettons que la personne s'est prise un arbre, la police arrive sur place, elle constate une personne en arrêt cardio-respiratoire, elle a suivi la formation pour extraire la victime et entamer une réanimation. Okay. Mais bien sûr pour... tout ce qui est compression d'hémorragie aussi, donc ça elle est formée. Mais attention qu'elle doit prendre en compte aussi sa propre sécurité et pas intervenir non plus sans prendre en compte le risque d'inflammation du véhicule. Attention que les véhicules n'explosent pas, hein, ça c'est une légende urbaine. Alors sauf si quelqu'un transporte une bouteille de gaz, hein, attention, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais là ça peut exploser, si la voiture elle prend feu, la bouteille de feu prend gaz avec. Mais spontanément comme ça une voiture ne va pas exploser. Hein. Okay. Nous au niveau ambulance, on est géré par le SPF Santé Publique. Et les pompiers sont gérés par le SPF intérieur. Donc
tout ça sur des bases légales, c'est compliqué de communiquer ensemble sans compromettre le secret professionnel et du coup aller trop loin dans un secteur ou dans un autre. Donc c'est très régulé, donc on est limité au niveau communication. Il y a quelques années de ça, c'était beaucoup plus facile de communiquer. On avait une radio commune, comme je te disais tout à l'heure, les ambulances partaient de la caserne. Donc en fait, on avait les mêmes radios pour les ambulances et pour les pompiers. Maintenant, c'est plus compliqué, tout doit repasser par la centrale 112. Comment est-ce qu'on décharge la pression après le taf? Bon, en Belgique, on a un bon moyen de lâcher la pression, c'est de la boire, ouais. Mais c'est vrai qu'on aime bien aller boire un verre entre collègues. On est quand même fort soudés et tout, donc déjà, le premier moyen de relâcher la pression, on n'est pas obligé de boire un verre, c'est déjà en discuter entre nous. Ça, c'est la première chose. Au retour d'intervention, on a pour habitude maintenant, je pense que c'est une bonne évolution dans notre métier, c'est que le métier de pompier a toujours été considéré comme un métier très rustre, où c'était des hommes forts, des costauds, et qui prenaient tout sur eux et qui ne communiquaient jamais. On s'est rendu compte que c'était pas forcément une bonne chose, qu'il y en a qui le vivaient moins bien que d'autres, attention qu'il y en a qui sont très très solides. Et donc le fait d'en parler, de débriefer en fin d'intervention, déjà ça c'est une marche vers une communication avec les collègues. Donc voilà, ne pas se renfermer sur soi-même, ne pas contenir toutes les émotions en soi, et puis éventuellement faire ressortir tout ça le soir sur la famille. Donc le but c'est vraiment de décharger ça entre nous. Après si ça va vraiment pas, il y a des cellules d'appui psychologique aux intervenants qui sont disponibles. Donc ça c'est possible, on peut faire appel à eux. À ma connaissance, il y en a dans quasi chaque zone de secours, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas chez nous on en a. Et si vraiment on doit aller encore plus loin, là on fait appel à des professionnels. Mais du coup, il y a quand même la structure de pouvoir parler. Il y a une structure qui existe, ouais, bien sûr. Toi, tu es au grade de sergent. Est-ce qu'il y a des sélections ou des examens pour monter en grade? Bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, soit on intègre un corps incendie à un grade déterminé, donc par recrutement. Le circuit classique, c'est de commencer en bas de l'échelle, de monter, mais c'est possible. En fonction des besoins des zones de secours, ils peuvent très bien faire un appel à candidats. Quelles sont les choses dans le monde sur lesquelles tu n'as pas particulièrement de pouvoir, mais qui te touchent? Il y a quelque chose qui me dérange un peu, moi. C'est le réflexe des personnes lambda qui assistent à un accident, qui assistent à un incendie. C'est de ne plus utiliser le smartphone à bon escient au final. C'est pas pour appeler le 112, mais plutôt pour filmer, pour communiquer sur les réseaux, pour appeler la presse en premier. Donc ça me dérange un peu. Je trouve que c'est une dérive de notre société qui est évitable et auquel on est confronté quasi tous les jours. Donc souvent la presse arrive avant nous et des gens ne font rien alors qu'essayer de faire quelque chose, même mal, c'est déjà essayé. Est-ce que tu peux donner des conseils? Alors déjà, c'est connaître le numéro d'appel au secours. Déjà le 112, ça partout en Europe, c'est le numéro à connaître, que tu sois en France, en Espagne, en Allemagne, peu importe, ça fonctionne. Le 112, ça fonctionne. On va dire s'il y a un accident de la route. Donc faire le 112, se présenter. Bonjour, je suis Nicolas Vandendorp, je suis pompier, ambulancier, je suis face à un accident de circulation impliquant un véhicule avec 2 victimes à l'intérieur. L'une des deux est inconsciente. Décrire au maximum la situation. Voilà, décrire la situation, donner une adresse précise. Donc je me situe ici, Place Royale, à Bruxelles, numéro un tel. Et ensuite écouter les conseils, rester calme, et le call center du 112 guidera pour le reste. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ah, j'adore ce que je fais. Je me vois pas faire autre chose, de toute façon. Moi. Déjà, comme je l'avais dit, je suis né dedans. J'ai voulu m'en éloigner un petit peu, puis au final, c'est revenu à moi. Ouais. Non, les pompiers m'ont repris, la caserne m'a avalé. Je me vois vraiment pas faire autre chose. D'ailleurs, j'ai fait quelques trucs à côté, mais mon taf principal, ça a toujours été les pompiers, et ça restera les pompiers pour plein de raisons. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer là-dedans? Qu'il y aille. Qui se lance, de toute façon, c'est comme à l'incendie, il faut y aller, quand c'est là, il faut y aller. Si tu as envie de le faire, c'est que déjà, au fond de toi, tu as toujours eu un peu envie, parce que tu te dis pas comme ça du jour au lendemain, tiens, j'ai vu un camion de pompiers passer, tiens, je ferais bien ça, en fait. Je veux dire, c'est quand même un métier qui est ancré dans notre société, où
On a toujours été baigné un peu avec ces sirènes, un peu dans les rues et tout, avec les visites de casernes. Tiens, regarde les pompiers. Dans les films. Dans les films aussi. Bon après, dans les films, c'est un peu, c'est à l'américaine, hein, donc c'est encore plus, c'est idolâtré là-bas. Donc c'est encore un level au-dessus. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, en tout cas, qui tente sa chance et qu'il le fasse, ça me fait penser à ma cousine qui m'en parle tout le temps et qui me dit un pompier, j'aurais quand même bien aimé. Et à chaque fois, je réinsiste. Je dis vas-y, fais-le. Donc il y a un âge minimum. Non, il n'y a pas forcément d'âge. Hein. Après, il faut se sentir en forme physiquement et avoir surtout l'envie de le faire, s'investir dedans. Et puis, c'est surtout une manière de vivre aussi. Hein. C'est avoir de l'empathie pour les gens, avoir envie d'aider les autres. Si tu le fais juste pour avoir un boulot et avoir de l'argent au fin du mois, tu le feras pas longtemps. C'est ça que je voulais dire, c'était le côté, il faut le ressentir un peu. Ouais, c'est au fond de toi, ouais, c'est intérieur. Bah, c'est un métier de passion. C'est pas pour remplir le frigo. Ça y contribue. Mais c'est le gagne-pain, il faut être passionné. Ouais. Moi, c'est mon gagne-pain, mais c'est ma passion avant tout. Ouais. Bah écoute, parfait, merci. Bah écoute, merci à toi. Abonne-toi. Mets la cloche.